Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer rapidement par récapituler, mais puisqu'on n'a pas l'image là, je vais être assez bref sur la récapitulation de ce que nous avons vu la dernière fois. La dernière fois, en fait, je vous ai parlé des différents manuels français et étrangers, enfin, disons en français ou en anglais, qui sont les plus utilisés ou qui sont disponibles. Donc, je vais simplement là, les rappeler, les énumérer. Il y avait d'abord le manuel de Vincent Niquès intitulé « La sémantique » que j'avais mentionné parce qu'il comporte une partie, disons, dans les tout premiers chapitres sur le symbolisme phonétique. Ensuite, je vous avais indiqué un deuxième manuel tout à fait intéressant intitulé « La sémantique au pluriel » de Biglari et Ducard, qui abordait, en fait, qui se présentait comme une juxtaposition finalement de nombreuses théories sémantiques actuellement vivantes en France, hein, qui sont des théories sémantiques qui sont exposées par des linguistes qui sont en exercice. Donc, ce sont des théories. Là, il n'y a pas du tout. Enfin, je veux dire, chaque présentation peut avoir éventuellement un aspect historique, mais au fond, chacune de ces théories renvoie à une forme d'actualité de la sémantique. Alors, je vous avais quand même signalé que parmi ces théories, certaines sont un peu, disons, un peu régionales, locales, la spécialité de qu'un tout petit nombre de chercheurs, et puis d'autres sont des théories qui sont plus largement partagées. Ensuite, on avait comparé deux manuels qui dataient d'il y a une dizaine d'années, celui de Christian Touratier intitulé « La sémantique » et celui de Bellon et Mignot intitulé « Initiation à la sémantique du langage ». Donc là, on avait vu qu'il y avait des orientations un petit peu différentes. Dans le premier, c'était une orientation plutôt structurale avec, c'est là où j'avais introduit les notions de SEM, SEMEM, etc. Et puis le second avait une orientation plutôt cognitive. Ensuite, je vous ai dit un mot de l'approche formelle, donc de la sémantique formelle, avec le livre de Corbelin, Cours de sémantique introduction. Et j'avais mentionné également un manuel qui est en ligne et qui est extrêmement bien fait, et tout à fait recommandable, qui est la sémantique formelle de Laurent Roussary. J'avais ensuite parlé de quelques handbooks disponibles en anglais. Donc d'une part, vraiment un gros livre de plus de 3000 pages, c'est-à-dire 3 volumes de 1000 pages chacun, à peu près, paru en 2011, 2012, 2013, Semantics, an International Handbook of Natural Language Meaning, qui est une espèce d'encyclopédie, la sémantique, très utile pour avoir, disons, une idée encore à jour de l'ensemble des questions qui peuvent intéresser les chercheurs en sémantique. Ensuite, on avait vu le manuel de Nick Rimmer, Routledge Handbook of Semantics, qui est donc un manuel un peu plus proche de ce qu'on voit en France, bien qu'il soit un peu plus développé sous certains aspects. Et je vous avais montré également Formal Semantics, un manuel en anglais de sémantique formelle. Et puis, on avait conclu sur 3 niveaux d'analyse du sens, à partir donc d'un article de Rastier qui, lui, en distingue 4 approches, la sémantique logique, la sémantique psychologique, la sémantique cognitive, la sémantique linguistique. Et ces 4 approches, je les ai, pour simplifier, mais pas seulement pour simplifier, c'est parce que je pense que la différence que Rastier fait entre la sémantique psychologique et la sémantique cognitive n'est pas suffisamment fondamentale pour qu'on distingue, qu'on sépare ces 2 approches. Donc, et on avait vu qu'il y a 3 grandes perspectives pour l'analyse du sens. Donc, d'une part, la perspective de la référence qui débouche sur la sémantique formelle et dont les unités privilégiées sont plutôt les phrases, que les mots notamment, et que l'application majeure, une des applications, c'est l'informatique linguistique. La deuxième approche, c'est le sens qu'on pourrait dire exprimé avec
la sémantique linguistique, donc les rapports internes au langage, aux langues plutôt d'ailleurs, où là les unités privilégiées sont plutôt les textes. Hein. Ça, c'était la perspective de Rastier. Et on peut parler enfin du sens communiqué pour la sémantique psychologique et la sémantique cognitive, donc disons plus simplement l'ensemble de la sémantique cognitive, où là, ce qui est intéressant, ce sont les rapports, enfin ce qui intéresse cette perspective, ce n'est plus ni le rapport à la référence, enfin la relation de référence, ni l'organisation interne des langues, disons le système des langues pour elles-mêmes, mais les rapports entre langage, esprit, réalité. Hein. Ce sont les rapports entre ces trois éléments, avec une place évidemment centrale pour la question de l'esprit ou de la cognition, qui est essentielle dans l'approche cognitive. Et là, l'application, ce n'est pas une application, si vous voulez, technique, hein. L'application, c'est la connaissance de l'esprit humain. Hein. Le but de la sémantique cognitive ou de la linguistique cognitive en général, c'est de mieux connaître l'esprit humain. Alors, avec ce point, on achève la troisième grande partie du cours, après la partie introductive, puis les plans d'analyse du sens et l'image donc de la sémantique dans les manuels universitaires. Mon quatrième chapitre, c'est donc celui qui porte sur la sémantique lexicale. Alors, je commence donc tout d'abord par situer la question de la sémantique lexicale. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que jusqu'à présent, on a fait comme si la différence entre sémantique lexicale et sémantique grammaticale était évidente, avec cette idée que la sémantique lexicale, c'est la sémantique qui concerne les noms, les verbes, les adjectifs, les adverbes, c'est-à-dire la sémantique des mots lexicaux. Bien. Et donc, par opposition aux mots lexicaux, qui sont, je le répète, nom, verbe, adjectif, adverbe, hein, on a les mots grammaticaux. Alors, les mots grammaticaux, c'est-à-dire les déterminants, les conjonctions, les pronoms, les prépositions, en termes de partie du discours, et puis ensuite vous avez les morphèmes, on reparlera de la notion de morphème dans pas longtemps, mais morphèmes de flexion, par exemple genre, nombre, et morphèmes dérivationnels, donc préfixation, suffixation. Donc on aurait d'un côté le travail qui consiste à étudier le sens des noms, verbes, adjectifs, adverbes, et de l'autre, le sens des déterminants, conjonctions, etc. Alors, le problème, c'est que cette distinction est beaucoup plus complexe, beaucoup plus floue, en fait, que ce qu'on en dit habituellement et ce qui semble de prime abord. Pourquoi ? Eh bien, d'abord, prenons dans l'ordre nom, verbe, adjectif, adverbe. Certes, la plupart du temps, les noms, les verbes, les adjectifs, les adverbes sont des mots lexicaux. Mais ça, en fait, ça n'est pas toujours le cas. Pourquoi ? Alors, voyons les noms. Il y a un phénomène qui concerne d'ailleurs les noms et les verbes. Un phénomène qu'on appelle la grammaticalisation. Un phénomène très étudié ces 10 dernières années, qui est surtout, au fond, une problématique de linguistique historique, de linguistique diachronique, où on voit que dans l'histoire des langues, certains mots lexicaux deviennent grammaticaux. Alors, un exemple très connu de cela, que vous connaissez peut-être, c'est le mot « pas » de la négation, quand on dit « ne pas ». En réalité, à l'origine, le « pas » désignait le pas que l'on fait en marchant. Ne pas, c'est pas même un pas, hein, c'est-à-dire même pas quelque chose de tout petit. Le pas étant considéré, voilà, dans les représentations comme quelque chose de petit. D'ailleurs, d'autres morphèmes de négation équivalents existaient autrefois, comme mi, goutte, hein, et chaque fois, ce sont des noms, à l'origine, qui sont interprétés comme des petites choses et donc
le nom de ces petites choses finit par désigner le mouvement de négation. Bien. Donc ça, c'est un phénomène de grammaticalisation. Donc le mot pas, dans certains de ces emplois, c'est un nom, et dans d'autres emplois, ce sera un adverbe de négation, donc plutôt un mot grammatical. Les verbes, on peut dire la même chose pour certains verbes. Des verbes comme être, avoir, faire. Comment fonctionne-t-il? Alors, si j'emploie avoir au sens de posséder, j'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai un livre de Gilles Deleuze, etc. Bon. Là, avoir signifie posséder. C'est un verbe, c'est un mot lexical, il n'y a pas de problème. Mais quand vous utilisez un verbe au passé composé, vous dites j'ai mangé. Vous utilisez le verbe avoir également. Mais là, le verbe avoir sert uniquement à fabriquer un temps composé de l'indicatif qui est le passé composé. J'ai mangé. Donc le verbe avoir, là, n'a plus du tout de sens lexical. Il a un sens purement grammatical. Un sens purement grammatical, il sert à fabriquer le passé composé. Par conséquent, vous avez bien là aussi un même mot qui, tantôt, alors c'est plus net encore que le cas de pas, hein, qui est non ou adverbe de négation, le même verbe avoir, selon ses emplois, va être un mot lexical ou un mot grammatical. Il va être un mot lexical, le verbe avoir, s'il signifie posséder, mais il va être un mot grammatical s'il est un morphème qui sert à conjuguer les verbes, c'est-à-dire à fabriquer les temps composés. Hein. Par exemple, le passé composé, le plus que parfait, etc. On pourrait dire la même chose de être, bien sûr. Hein. Si vous prenez être au sens d'exister, comme dans la célèbre formule « je pense donc je suis hein, », j'existe, je suis, au sens de j'existe. Là, d'accord, le verbe être va être un verbe qui a un sens lexical. Mais si vous prenez être comme auxiliaire, ou même comme outil permettant, enfin comme verbe attributif, hein, il est grand, il est intelligent, etc., eh bien, dans ce cas-là, le verbe être devient un pur outil grammatical. Il est sorti, le sens de exister a complètement disparu. Donc le même verbe a un sens lexical ou grammatical. C'est le cas aussi pour certains adjectifs. Il y a des adjectifs comme autre ou même, vous voyez, qui ont un statut un peu hésitant entre l'adjectif et le déterminant. Et puis des adverbes. Hein. Pour les adverbes, vous voyez, je vous ai dit, comme si c'était une évidence, hein, nom, verbe, adjectif, adverbe, pour caractériser. Bonjour. Oui, je parle, mais je vous laisse faire si vous voulez essayer de réparer ce qui ne marche pas. Donc, pour le cas des adverbes, hein, j'ai fait comme si les adverbes étaient tous des mots lexicaux, mais en réalité, ça ne marche que pour les adverbes classiques du français, les formations adverbiales en ment, comme rapidement, lentement, intelligemment, bêtement, etc. Là, vous avez des adverbes qui ont un sens lexical, hein, qui désignent bien une certaine manière de faire quelque chose qu'on pourrait décrire, qu'on pourrait caractériser. Mais quand vous prenez des adverbes comme l'adverbe de négation, comme les adverbes d'intensité, comme si, il est si grand, elle est très intelligente, etc., etc., ces adverbes ont une valeur purement intensive. Je veux dire, ils ne servent pas à décrire une action, hein, à décrire la façon dont on fait une action. Bien, donc, ce sont des adverbes qui sont grammaticaux. Donc, vous voyez, dans la catégorie des adverbes, on a des adverbes plutôt lexicaux, des adverbes plutôt grammaticaux. Donc, au total, vous voyez, les 4 parties du discours, les 4 classes de mots qu'on mettait dans les mots lexicaux, bien, on se rend compte que ce n'est pas si clair. Hein. Certains des emplois correspondent bien aux mots lexicaux, mais d'autres, alors certes, ce sont des cas un peu marginaux, hein, mais il y a quand même un problème de frontière floue entre les mots lexicaux et les mots grammaticaux. Pour ce qui est de la sémantique lexicale, de la sémantique grammaticale, on peut faire un peu le même genre de raisonnement.
Alors, je vois que le projecteur s'allume là maintenant. Ça marche. Très bien. Donc, on va pouvoir continuer dans des conditions plus agréables. Donc, pour la sémantique grammaticale, hein, on a le même genre de problème dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous avez les déterminants, très bien, mais dans certains cas, des déterminants complexes comme une foule de qui signifie beaucoup de, hein, si une foule de signifie beaucoup de, eh bien, vous avez bien un déterminant, mais qui est fabriqué à partir d'un nom, donc un mot grammatical qui est fabriqué à partir d'un mot lexical. J'en profite, juste, je saisis l'occasion de une foule de là pour vous poser une petite question orthographique. Si je vous dis une foule de manifestants bloquait la rue, comment vous écrivez bloquer? Oui? Vous accordez au pluriel? Tout le monde est d'accord? Non? Vous au singulier. Hein? Donc il y a une hésitation entre une foule de manifestants bloquait AIT la rue ou une foule de manifestants bloquait AIENT la rue. D'accord? Alors là où on cesse de faire... alors là-dessus, vous pouvez parler de ça au moment du fromage, hein, dans les repas de famille, poser la question aux gens autour de vous. Tout le monde a une opinion. Hein. Disons, à part ceux qui se vivent comme étant totalement dysorthographiques et qui de toute façon n'ont jamais la moindre opinion sur quoi que ce soit qui concerne le français écrit, mais c'est quand même assez rare, ou alors des gens qui seraient totalement dyslexiques. Mais pour la plupart des francophones, natifs ou pas natifs, mais enfin des gens qui maîtrisent bien le français, ils vont avoir une opinion là-dessus. Ils vont dire, alors les uns vont dire, s'il y a une foule de manifestants, il y en a beaucoup, donc on accorde forcément au pluriel. Et d'autres vont dire, mais non, une foule de manifestants, c'est une, donc c'est au singulier. Ah. Alors c'est là où on commence à faire de la linguistique. Hein. On peut commencer à faire de la linguistique là, avec ce genre d'exemple. Pourquoi? C'est très simple. En réalité, les deux sont possibles, mais ça change le sens très légèrement. Soit vous considérez que on va avoir un pluriel. Une foule de manifestants bloquaient la rue. Une foule de, à ce moment-là, devient un déterminant. Ça veut dire beaucoup de, des manifestants bloquaient la rue. D'accord? Une foule de manifestants bloquaient la rue, ils ont, etc. Ça, c'est une première analyse possible. Vous considérez simplement qu'il y a beaucoup de manifestants. Si vous accordez au singulier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le noyau du groupe nominal n'est plus les manifestants. Quand vous dites une foule de manifestants au pluriel, le noyau du groupe nominal, c'est manifestants. Et vous avez un déterminant qui est une foule de. Un déterminant pluriel, donc vous accordez au pluriel. Mais si vous considérez que c'est foule le noyau du groupe nominal, là, du coup, de manifestants devient un complément du nom foule. Donc dans ce cas-là, vous ne parlez plus des manifestants, mais vous parlez de la foule. Et là, vous pouvez dire une foule de manifestants bloquait l'avenue, elle s'est ensuite dispersée, etc. Donc, en fait, ces deux accords sont tout à fait justifiés, mais dans un cas, on parle des manifestants, dans l'autre cas, on parle d'une foule. D'accord ? Alors, avec un exemple comme celui-ci, ça marche bien, les deux, selon le contexte. Hein, on peut imaginer des contextes dans lesquels l'une des interprétations va être beaucoup plus obligatoire que l'autre. Par exemple, si vous dites « j'ai interrogé une foule de manifestants », ça veut dire beaucoup de. C'est très difficile. On peut pas vraiment considérer que vous interrogez la foule elle-même. Alors que avec si vous dites une foule de manifestants
descend l'avenue, là on comprend, enfin je veux dire l'interprétation du fait qu'on parle d'une foule est beaucoup plus naturelle. Mais il y a des cas dans lesquels on n'a pas le choix. Par exemple, si vous vous dites je me pose une foule de questions, hein, alors là ça va être obligatoirement beaucoup de. Bien, donc c'était simplement une petite parenthèse pour vous montrer que la décision de considérer foule comme un élément d'un déterminant complexe, ce qu'on appelle déterminant complexe, une foule de, beaucoup de, équivalent de D. Vous avez un déterminant complexe, ça génère un certain type d'accord, mais vous avez un déterminant qui est donc un mot grammatical, mais qui contient un mot lexical. Donc vous voyez, là encore, la frontière entre mot grammatical et mot lexical est un peu flottante, hein, floue. Pour les locutions conjonctives, c'est la même chose. Évidemment, pour que, puisque, là vous avez des locutions purement grammaticales, mais si vous considérez une locution conjonctive comme celle-ci, à condition que, ben vous avez bien le nom condition, qui est un mot lexical, qui est à l'intérieur de la locution. Pour les pronoms, bien sûr, ce sont des mots grammaticaux, donc je parle, tu, etc. Mais si vous dites le moi, le je, hein, comme on le fait en psychanalyse ou en philosophie, eh bien dans ce cas-là, je et moi sont transformés en mots lexicaux. Et puis de même raisonnement que pour dans le cas des prépositions que dans le cas des locutions conjonctives, vous avez des locutions prépositionnelles qui intègrent un élément qui est à l'origine un mot lexical, du type au sein de, au cœur de, au milieu de, etc. Donc, bon, il reste juste les morphèmes flexionnels et dérivationnels pour lesquels il y a peu de cas. Enfin, on pourrait, en tirant un peu les choses, voilà. Mais grosso modo, ces deux types de morphèmes, eux, restent des morphèmes assez nettement grammaticaux. Donc, vous voyez, c'est important lorsque on essaie de scinder comme ça une sémantique lexicale d'une sémantique grammaticale, de rappeler que la frontière entre le lexical et le grammatical n'est pas si claire qu'on s'imagine. Il y a quand même, malgré tout, des tendances, hein, une tendance dans la séparation. Ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas complètement arbitraire, hein, la séparation entre les mots grammaticaux et les mots lexicaux. Dans le cas des mots grammaticaux, vous avez un inventaire plutôt clos. Hein, j'ai mis clos ici pour simplifier, mais bon, c'est sûr que vous ne pouvez pas inventer de nouveaux déterminants simples, hein, du type le, la, les, inventer des conjonctions. Mais par contre, vous pouvez inventer évidemment toutes sortes de locutions. Hein, donc, bon. Alors que pour les mots lexicaux, on invente des mots nouveaux en permanence. Bon, on crée des mots nouveaux en permanence. D'ailleurs, on verra un peu quels sont les procédés par lesquels on crée des mots lexicaux. Les mots grammaticaux sont des mots outils, alors que les mots lexicaux sont des mots pleins ou non subduits. Alors ça, la notion de subduction, j'y reviendrai plus tard, c'est une notion qui vient de la linguistique de Gustave Guillaume, qui veut dire une idée de la subduction, c'est un allègement sémantique. Hein. Donc, les mots grammaticaux, on peut, du point de vue de leur sens, ils ont un sens qui est... Alors, quand on parle d'un sens grammatical, hein, c'est une autre façon de le décrire, on peut parler d'un sens sémantiquement léger, voire vide. Certains auteurs, comme Ténière, allaient jusqu'à dire qu'ils étaient vides de sens, mais bon, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de sens du tout, hein, ces mots grammaticaux. Simplement, ils ont un sens beaucoup plus abstrait, on pourrait le dire aussi comme ça. Alors, enfin, dernière caractéristique, les mots grammaticaux sont des marqueurs de relation, ou alors on peut dire aussi qu'ils ont un sens instructionnel, ils donnent une instruction. Hein, vous vous souvenez, je vous avais donné, j'avais déjà utilisé cette expression de sens instructionnel lorsqu'on avait parlé justement de la non-compréhension des mots grammaticaux, en disant qu'au fond, ce n'est pas qu'on ne comprend pas le mot, c'est qu'on ne comprend pas, on ne peut pas appliquer l'instruction véhiculée par le mot. Hein. Donc, les mots grammaticaux, ils ont un sens
qui nous dit comment traiter les mots lexicaux qui sont dans l'entourage. Hein. Alors que les mots lexicaux, eux, ils sont autonomes. Ils sont autonomes en général, bon, bien qu'il y ait peut-être, on peut trouver des mots lexicaux qui ont un sens plutôt instructionnel, mais passons sur ce détail. Il y a quand même une opposition entre des mots qui servent à établir des relations. Hein. Vous voyez, le déterminant, il sert à établir des relations, enfin, il établit une relation, en tout cas, de référence hein, entre le nom et la réalité. La préposition, elle est toujours c'est vraiment un mot de relation entre deux éléments. Hein, je sais pas, la voiture de ma sœur, va établir une relation entre la voiture, ma sœur, bon, etc., etc. Donc les mots grammaticaux ont une valeur plutôt relationnelle. Hein, ils servent à signifier, c'est ça l'idée d'instruction, des relations de sens entre les mots lexicaux. Et eux, les mots lexicaux, ils ont un sens descriptif. On peut... ils renvoient à quelque chose qu'on peut décrire. Hein, une action, une chose, éventuellement quelque chose d'abstrait. Alors, deux ou trois citations pour approfondir un petit peu cette idée, à partir donc d'un article de Bernard Victory, très clair sur ce sujet. Donc on peut le lire ensemble si vous voulez. Il prend l'exemple de bien, un mot comme bien, pour montrer cette hésitation qu'on peut avoir entre le grammatical et le lexical. Hein. Tout ce que je dis là, c'est en introduction de la sémantique lexicale, pour montrer que le partage n'est pas aussi net qu'on pourrait croire. Dans le cas de bien, par exemple, ce découpage, donc j'ajoute entre le lexical et le grammatical, ne correspond pas à une classification sur une base sémantique. On aurait plutôt tendance à opposer du côté lexical la valeur de possession, donc un bien, quelque chose qu'on possède, un bien, la valeur de satisfaction, cela fait du bien, et la valeur éthique que l'on retrouve aussi bien dans le nom, faire le bien, l'adjectif, c'est un type bien, et certains emplois adverbiaux, il s'est bien comporté. Bon. D'accord, donc dans tous ces cas, on pourrait considérer que bien a un sens lexical au sens où il décrit quelque chose d'assignable, hein, un type bien. Alors, on pourrait donner quelles sont les propriétés d'un type bien, on pourrait dire cela fait du bien, on pourrait remplacer par d'autres noms qui expriment la même idée de bien-être, etc. On pourrait caractériser tout ça. Alors que dans les valeurs grammaticales, on a les valeurs de degré, il a bien bu, là ça veut dire beaucoup hein, en fait. Renforcement d'une assertion, c'est bien son écriture, au sens de effectivement, ou de concession, j'écrirai bien, mais, etc. Donc, quand on décrit les emplois de certains mots, hein, comme bien ici, on pourrait partager entre des emplois où le mot serait plutôt lexical dans certains cas, plutôt grammatical dans l'autre. Et Victory ajoute ajoute un commentaire en donnant deux principes. Hein. Le premier principe, c'est donc l'idée que cette distinction entre le grammatical et le lexical n'est pas une propriété binaire, mais plutôt un gradient le long d'un continuum, c'est-à-dire il y a une continuité hein, entre du plus ou moins grammatical et du plus ou moins lexical. Donc, plus on est dans le grammatical, moins on est dans le lexical. Donc, il y a une espèce de possibilité de différents degrés de grammaticalité ou de lexicalité. En donner une bonne définition ne consiste pas forcément à privilégier l'un des critères possibles de manière à fixer une frontière précise dans ce continuum. Au contraire, une bonne définition doit rendre compte du caractère graduel de cette propriété et expliquer pourquoi toute dichotomie comporte inévitablement une part d'arbitraire, donc une dichotomie, c'est-à-dire une opposition nette hein, entre le grammatical et le lexical. Là, ce serait un peu arbitraire. Deuxième principe, il ne s'agit pas d'une propriété qui doit être attachée à une unité en tant que telle, mais plutôt à certains emplois hein, d'une unité. C'est ce qu'on a vu avec l'exemple de bien. Donc, certains emplois sont plutôt grammaticaux, d'autres plutôt lexicaux. Une même unité peut jouer un rôle plus ou moins grammatical ou lexical suivant les énoncés dans lesquels elle s'insère. Bien sûr, il faut rendre compte aussi du fait que certaines unités
ne permettent que des emplois d'un certain type et que certaines autres exhibent une tendance plus prononcée vers l'un ou l'autre des pôles. Mais il n'y a aucune raison de postuler une homonymie, du moins sur la base de cette seule distinction, même quand l'unité peut changer de catégorie grammaticale selon ses emplois. Donc, si vous voulez, l'idée de l'homonymie, ici, on reverra plus tard la question de la frontière éventuelle, enfin de la position entre homonymie et polysémie. Là, l'idée, ce serait, vous voyez, des homonymes, en principe, ce sont des mots, je reprendrai cet exemple plus tard, mais comme avocat, vous voyez, qui peut un homme de loi ou un fruit, hein, l'avocat. C'est ça, des homonymes sont un même mot, mais en fait, ce sont deux mots différents. C'est un même son qui correspond à deux significations qui n'ont rien à voir. Donc, vous avez certaines grammaires qui vont vous dire qu'il y a une homonymie, il y a des homonymes, c'est-à-dire le mot bien, il peut être adverbe, enfin, il peut être un nom ou un adverbe, il peut avoir une... Et ce serait des homonymes. Hein. Ce ne serait pas le même mot dans différents emplois. Vous voyez que, au plan théorique, du point de vue du linguiste, il y a le choix entre ces deux possibilités. Soit considérer que vous avez un bien mot grammatical et un bien mot lexical qui en fait sont deux mots différents comme deux homonymes, soit considérer que c'est à chaque fois le même mot mais qui, selon ses emplois, a une valeur plus ou moins grammaticale et plus ou moins lexicale. Et c'est cette position-là donc, que défend Victory. Alors, là où il faut aussi insister sur un point, c'est que, et il le dit très bien dans cette citation, cette idée qu'il y a une sorte de flou dans la frontière entre le grammatical et le lexical ne concerne que certains types de mots, en fait. Vous avez quand même des tas de mots qui, pour lesquels il n'y a pas d'hésitation. Hein. Je ne sais pas, les articles du français, par exemple, là, il n'y a aucune chance qu'ils deviennent des mots lexicaux, sauf si vous les utilisez comme des autonymes, c'est-à-dire si vous dites ce le, entre guillemets, que tu as écrit n'est pas lisible, par exemple, je ne sais pas, il faut imaginer des choses comme ça, mais c'est quand même quelque chose de tout à fait différent. C'est encore un autre phénomène qu'on pourrait étudier pour lui-même, c'est celui de l'autonymie, le fait de désigner, disons, un mot en tant que signe. Donc, il y a quand même des mots comme bien qui, eux, se prêtent à ce problème de frontière floue entre le lexical et le grammatical, et d'autres mots qui sont très stabilisés du côté du lexical ou bien du côté du mot grammatical. Je ne sais pas, prenons un mot comme anatomie. Je ne vois pas comment on peut fabriquer une locution conjonctive ou une locution prépositionnelle, etc. C'est un mot qui sera lexical, quels que soient ses emplois. Il y a quand même des mots qui sont lexicaux, quels que soient leurs emplois, des mots qui sont grammaticaux, quels que soient leurs emplois. Donc, la chose est donc assez nette. Il y a deux pôles avec des types de mots qui sont vraiment orientés du côté soit du pôle lexical, soit du pôle grammatical. Et puis, entre ces deux pôles, il y a une frontière un peu floue entre les deux catégories. Bon. Donc, ça, c'est un premier problème à régler. Le problème donc de la frontière entre le lexical et le grammatical. On va donc, nous, se concentrer sur les mots, disons, lexicaux qui posent... on va se concentrer sur les mots lexicaux qui sont clairement lexicaux. Hein. Ce serait un autre sujet, finalement, de s'intéresser spécifiquement à la frontière entre le lexical et le grammatical. Mais ce ne sera pas le sujet que je ne vais pas m'occuper de ce sujet cette année. Alors ensuite, il y a un deuxième problème, c'est celui du figement. Ça, c'est un problème important. Là aussi, c'est quelque chose qu'on enseignait peu autrefois, mais qui, depuis maintenant, alors quand même bien une petite vingtaine d'années, hein, mais ça reste les manuels et même l'enseignement scolaire hein, reste en retard sur ces questions. Question du figement, qui concerne d'ailleurs aussi bien les unités grammaticales que les unités lexicales. Hein. C'est le cas d'expressions du type une table ronde, casser sa pipe. Alors, qu'est-ce qui se passe avec une table ronde ? J'ai apparemment
3 mots, une, table et ronde. Hein. Donc un déterminant, une, ça je le mets de côté, et puis j'ai 2 mots, table et ronde. Sauf qu'une table ronde, dans l'emploi courant en français où l'expression désigne une réunion, hein, j'ai organisé une table ronde sur un tel ou tel sujet, dans ce cas-là, il n'est pas question de parler d'une table. Donc, au fond, on a certes 2 mots, table et ronde, mais du point de vue du concept, de la notion, on a une seule unité lexicale. Quand je dis une table ronde, je pourrais dire une réunion. Donc, on voit bien que table ronde, je pourrais le remplacer par un mot unique, réunion, qui est totalement équivalent. Enfin, pas total, enfin, qui est largement équivalent. Hein. Donc, on peut avoir des mots composés de plusieurs mots. Vous voyez ? Alors, pour éviter cette formulation un peu contradictoire, on utilise la distinction entre mots et unité lexicale. C'est pour cette raison que j'introduis la notion ici d'unité lexicale qui me semble utile. On va garder pour le mot « mot » son sens usuel d'unité séparée des autres par un blanc à l'écrit. Hein. Donc, par exemple, dans table ronde, j'ai 2 mots, mais j'ai une seule unité lexicale. Donc, dans une table ronde, j'ai un déterminant, une, et puis, enfin, dans une table ronde au sens de réunion, hein, j'ai un déterminant, une, et puis 2 mots, table ronde, qui sont une seule unité lexicale. Donc, j'ai une unité grammaticale, le déterminant, et une unité lexicale. Du point de vue linguistique, j'ai que 2 choses. Mais la deuxième, elle est faite avec 2 mots. D'où la distinction entre des unités lexicales qui vont être monolexicales avec un seul mot, ou bien polylexicales avec plusieurs mots. Donc, ça vous voyez, il y a une bifurcation. Là, il y a 2 sortes d'unités lexicales. Des unités monolexicales, par exemple chaise, table, etc. Tout ça, c'est monolexical. Mais table ronde, casser sa pipe, c'est polylexical. D'accord ? C'est très simple, cette distinction. Alors, une fois qu'on a compris le principe, là encore, le regard linguistique va consister à dire, mais comment je fais pour faire clairement la différence si, par exemple, j'ai acheté une table qui est ronde? Je vais dire, ouais, tu as une belle table ronde. Ou je voudrais bien acheter une table ronde comme la tienne. Comment je fais la différence entre table ronde au sens réunion et table ronde au sens de table qui a la propriété d'être ronde? Là, c'est un problème redoutable pour le traitement automatique du langage. Hein. Je vous le fais remarquer au passage. D'ailleurs, il y a eu toute une équipe importante qui était à Paris 13 avant, qui travaillait spécifiquement sur ces questions. Bon, maintenant, avec le deep learning, c'est un peu différent, mais on a beaucoup travaillé pour améliorer le traitement informatique du langage sur ce problème, qui est vraiment un verrou technologique un peu compliqué à résoudre. Alors maintenant, on s'en sort avec des données en très grand nombre et on voit les environnements. Hein. Bon, bref, passons. Donc, du point de vue linguistique, on a quand même des critères. Alors, prenons avec casser sa pipe et on va voir, on pourra aussi traiter ça avec table ronde. En réalité, alors vous pouvez très bien casser, c'est la même chose que pour table ronde, hein, casser sa pipe, vous avez une pipe et puis elle tombe et elle est cassée. Pour repérer les situations dans lesquelles casser sa pipe signifie, c'est plutôt dans le cas où casser sa pipe signifie mourir, on observe que certaines propriétés, linguistiques très particulières. Alors, en particulier, ce qui va se passer, c'est que toutes sortes de transformations qui normalement sont possibles deviennent impossibles, ou pas. Hein. Alors, ce qui est possible, c'est par exemple la variation de la personne et du nombre du possessif. On peut dire Luc et Max ont cassé leur pipe, ça marche. On peut faire changer le mode du verbe, ça marche.
On peut utiliser des adverbes de temps. Hein, il va casser sa pipe dans peu de temps. L'insertion d'éléments entre le verbe et le complément, ça marche, nous casserons toute notre pipe un jour. Il a bêtement cassé sa pipe. Alors en revanche, quand on passe à la pronominalisation, ça commence à devenir un peu bizarre. Luc a cassé sa pipe et tu la casseras un jour aussi. Ça, moi je pense que c'est plus qu'un point d'interrogation ici, c'est quasiment impossible à dire. La substitution d'un verbe synonyme au verbe casser, si vous voulez dire casser sa pipe au sens de mourir, vous ne pouvez pas remplacer casser par rompre. Il a rompu sa pipe, on ne peut pas dire ça. Ça ne déclenche pas ce sens. De même, vous ne pouvez pas non plus remplacer le nom COD. Brûle-gueule, c'est un vieux mot qui était un synonyme de pipe, donc on ne peut pas dire il a cassé son brûle-gueule ou sa cigarette, etc. Ça ne marche pas. On ne peut pas. Il faut vraiment qu'il y ait une co-référentialité. On ne peut pas. Si vous voulez, quand je dis X a cassé sa pipe, il faut vraiment que le possesseur, là, ça, soit le même que le sujet. Mais je ne peux pas dire Max a cassé leur pipe pour dire, par exemple, qu'il les a assassinés. On ne peut pas modifier avec un adjectif le nom. Il a cassé sa vieille pipe, ça ne marche pas non plus. Le clivage, on ne peut pas dire c'est sa pipe que Max a cassé. Le passif ne marche pas. L'interrogation, la relativisation. Bon. Alors, tous ces critères, là, ce sont les critères pour les groupes verbaux, pour les locutions verbales, ce qu'on appelle aussi les locutions, les groupes figés. On a la même chose pour les groupes nominaux. Par exemple, table ronde, il y a toutes sortes de choses que je ne peux pas faire. Je ne peux pas, par exemple, dériver le nom de l'adjectif. Si je parle d'une table ronde au sens d'une réunion, je ne peux pas parler de la rondeur de la table. Je ne peux pas non plus mettre un adverbe devant l'adjectif. Je ne peux pas dire cette table était très ronde. Ou est très ronde, pour parler d'une réunion. Je ne peux pas remplacer ronde par un autre adjectif un peu équivalent. Par exemple, c'est pas possible qu'une table ovale désigne une réunion. Ça marche qu'avec ronde, c'est bloqué, si vous voulez. Donc il y a bien, dans le cas des expressions figées, un blocage des propriétés transformationnelles. C'est-à-dire qu'au fond, si je prends table ronde, c'est presque une erreur de dire que ronde serait l'épithète de table. Parce qu'au fond, table ronde forme un tout. Et la relation qui existe entre table et ronde n'est pas la relation normale qui existe entre un adjectif et un nom. Parce que dans la relation entre un adjectif et un nom, j'ai toujours la possibilité de modifier avec un adverbe l'adjectif, alors que là, c'est absolument impossible. Bon. Donc, tous ces cas qui correspondent donc aux unités polylexicales, donc ces mots composés de plusieurs mots, donc unités polylexicales composées de plusieurs mots, on les appelle aussi des phrasèmes, et donc l'analyse plus précise de ces phrasèmes fait apparaître qu'on ne peut pas se contenter de dire il y a des expressions figées, des expressions non figées, comme quand j'ai dit tout à l'heure, voilà, il a acheté une table ronde, là c'est la table qui est ronde, ça c'est une construction qui est compositionnelle. J'oubliais de réintroduire cette notion de compositionnalité qui est essentielle là. Vous voyez, quand je dis j'ai acheté une table ronde au sens d'une table qui est ronde, le sens de table ronde est compositionnel. J'ai le sens de table, j'ai le sens de ronde, et je fabrique le sens de table ronde en composant, en ajoutant cette propriété ronde au lexème table. Alors que dans le cas de la réunion, d'une table ronde au sens de réunion, le sens de table ronde n'est pas du tout compositionnel. C'est-à-dire,
si vous dites, je ne sais pas moi, à un enfant ou à quelqu'un qui apprend le français et qui n'a pas encore un vocabulaire suffisamment développé, j'ai organisé une table ronde, il ne va pas comprendre. A priori, il peut deviner peut-être, mais ça posera un problème de compréhension. Parce que le sens, dans ce cas-là, n'est pas compositionnel. En fait, il a fallu apprendre comme un mot nouveau. Table ronde, ça devient un mot nouveau. Sauf que ce n'est pas tout à fait comme un mot nouveau. C'est ça l'intérêt du figement, c'est qu'avec table ronde, certes, je fabrique un sens nouveau, si on veut réunion, mais bon, là, c'est pas tout à fait, c'est une réunion d'un certain type. Je veux dire, table ronde. C'est pas, quand je dis que c'est l'équivalent d'une réunion, c'est pour simplifier. Mais c'est un certain type de réunion, une table ronde. Vous voyez, on va pas. Un colloque, c'est pas pareil qu'une table ronde. Je sais pas moi, une conférence, c'est pas pareil qu'une table ronde, alors que ça réunit des gens. Donc une table ronde, c'est vraiment un type très spécifique de réunion. Et au lieu d'inventer un mot nouveau, complètement nouveau, pour désigner ce type très particulier de réunion, eh bien, j'utilise deux mots déjà connus, table et ronde, mais simplement par... Là, c'est une espèce de métonymie, quand on dit que table ronde signifie réunion. On utilise une espèce d'image d'une table qui est donc la table autour de laquelle les gens se réunissent, et on utilise le nom de cet objet autour de laquelle les gens se trouveraient, idéalement, comme on utilise une partie de la réunion pour désigner le tout de la réunion. C'est ça la métonymie. Donc, je fais dans ce cas-là une métonymie. Mais qu'est-ce que j'ai fait en fait ? C'est très économique du point de vue, c'est pour ça que le figement existe dans toutes les langues et joue un rôle absolument essentiel, parce que ça permet d'élargir le lexique sans créer des mots nouveaux. C'est pour cette raison d'ailleurs que les enfants, vous voyez, ils vont dire des doigts de pied avant de savoir dire les orteils, ils vont dire les trous de nez avant de dire les narines, parce que spontanément, on trouve des expressions qui sont suffisamment transparentes, compréhensibles, pour désigner quelque chose qu'on ne sait pas désigner autrement. Mais, vous voyez, je ne sais pas moi, si on prend les doigts de pied, par exemple, c'est pas des doigts. On pourrait imaginer un dessin où on mettrait quelqu'un avec des pieds et puis des vrais doigts au lieu d'avoir des orteils. Bon. Mais ce n'est pas ça que désignent les doigts de pied, c'est une expression figée pour dire les orteils. Donc vous voyez que, en fait, l'intérêt de l'expression figée, l'intérêt du figement, c'est d'accroître le lexique sans surcharger cognitivement la mémoire des locuteurs, puisqu'on utilise juste une espèce de combinaison spéciale de mots déjà connus. Et donc on peut considérer que cognitivement, c'est plus économique que d'avoir un mot complètement nouveau. On a toutes sortes d'exemples comme ça dans les nouvelles technologies. Bon, on en reparlera pour la polysémie, parce qu'il y a un autre moyen d'élargir le lexique qui est la polysémie, mais voilà, c'est important de retenir cette idée qu'avec le figement, on va élargir le lexique disponible à un moment donné. Bien. Alors, simplement, j'ajoute un dernier point avant de faire une pause, c'est qu'il y a non pas une opposition nette entre ce qui est figé et pas figé, il y a des degrés en fait. Il y a des choses plus ou moins figées. Par exemple, si vous comparez faire la pluie et le beau temps, casser sa pipe et enterrer la hache de guerre, on peut montrer que certaines de ces expressions sont moins figées que d'autres. Par exemple, faire la pluie et le beau temps, vous avez un certain nombre de transformations possibles. Vous pouvez dire c'est la pluie et le beau temps qu'ils font, mais par contre, vous aurez du mal à mettre au passif la pluie et le beau temps sont faits par eux. En revanche, ils ne font pas la pluie et le beau temps, ça marche. Que font-ils ? Ils font la pluie et le beau temps, ça marche aussi. Pour casser sa... Donc vous avez une des propriétés
une des transformations qui n'est pas possible. Pour casser sa pipe, vous avez 3 transformations qui ne sont pas possibles. Hein. Vous ne pouvez pas dire c'est sa pipe qui l'a cassée, sa pipe est cassée par lui, qu'a-t-il cassé sa pipe. Donc ça veut dire que casser sa pipe est beaucoup plus figé que faire la pluie et le beau temps, qui est aussi une expression figée. Et puis enterrer la hache de guerre, c'est celle qui va être la moins figée. Hein. Donc on a des degrés, hein, du moins figé, c'est-à-dire du moins arbitraire, on a enterré la hache de guerre, faire la pluie et le beau temps, casser sa pipe. Hein. C'est un peu comme mais on le reverra ça dans certains cas, dans la formation des préfixes et des suffixes, on peut avoir des cas plus ou moins transparents. En fait, cette notion de figement plus ou moins grand, elle renvoie quand même à la notion de transparence. Hein. Autrement dit, ça veut dire que, a priori, enterrer la hache de guerre, son sens est plus facile à deviner, c'est plus transparent que casser sa pipe. Où là, il faut vraiment, le rapport entre casser sa pipe et mourir est beaucoup plus compliqué à retrouver, si vous voulez, le lien est beaucoup plus difficile à retrouver que le rapport entre enterrer la hache de guerre et ce qui signifie faire la paix. Hein. Où là, si vous voulez, même si on n'a jamais entendu cette expression, on peut peut-être parfaitement la deviner. Très bien. Alors, je reprendrai tout à l'heure, après la pause, je commenterai cette typologie des différents types de phrasèmes, mais on va faire une pause de 10 minutes comme d'habitude, et on se retrouve tout à l'heure. Alors, on va reprendre, si vous voulez bien. J'en étais à ce schéma de la typologie des phrasèmes, où, en fait, pour l'instant, ce qu'on a vu, si vous voulez, correspond à la dernière case ici, 6, locution forte, c'est-à-dire, bon, là, l'exemple qui est donné, c'est prendre le taureau par les cornes, mais ce serait l'équivalent d'une table ronde, un cordon bleu, hein, voilà encore un exemple célèbre. Alors là, en revanche, totalement opaque, hein, un cordon bleu au sens d'une bonne cuisinière ou d'un bon cuisinier, c'est absolument impossible de deviner son sens. Hein. Un cordon, ça n'a aucun rapport avec un cordon, avec bleu. Alors historiquement, oui. Hein, si on a des connaissances historiques, on peut peut-être avoir des explications, mais aucune explication synchronique fondée sur la connaissance du français, comme par exemple pour table ronde, où on peut quand même un peu deviner. Prendre le taureau par les cornes, bon, la locution est forte. Pourquoi on la considère comme étant forte, cette locution, hein? Eh bien, tout simplement en la comparant aux deux autres, aux locutions faibles et aux semi-locutions. Donc, je vais d'abord commenter ces 3 types-là, locution faible, semi-locution, locution forte, qui appartiennent, vous voyez, à cette catégorie des phrasèmes sémantiques non compositionnels, c'est-à-dire ce qu'on appelle les locutions. D'accord ? Et en fait, vous voyez qu'il y a une opposition entre des phrasèmes sémantiques compositionnels et des phrasèmes sémantiques non compositionnels. Donc là, la notion de phrasème est en relation avec la notion de figement, mais vous voyez que pour complexifier un tout petit peu ce que je vous ai expliqué juste avant, on a des cas où on peut avoir des choses qui sont quand même figées, mais qui sont complètement compositionnels. Hein. Tout à l'heure, je vous ai dit, bon, table ronde, ce n'est pas compositionnel, si ça signifie réunion. D'accord ? Et donc, c'est figé. Donc, j'ai fait comme s'il y avait une espèce d'équivalence entre figement et non-compositionnalité. Casser sa pipe, au sens de mourir, c'est non-compositionnel, c'est figé. D'accord ? Mais là, ce schéma, enfin, cette classification, proposée par un grand linguiste qui s'appelle Meltchouk, cette classification nous montre qu'il y a des phrasèmes, donc des choses quand même un peu figées, mais qui sont compositionnelles, c'est-à-dire où le sens ne pose pas de problème. Vous voyez les exemples. Alors je laisse de côté les pragmatèmes pour l'instant, mais passer une commande, ou un cliché comme abondance de biens ne nuit pas, ou où va la France, hein, qui sont des clichés, mais qui ne sont pas des proverbes, hein, mais qui sont des clichés. Eh bien, c'est tout à fait transparent, d'accord ? Donc, il faudra examiner le problème du figement dans ces deux situations. Alors,
je traite d'abord donc des phrasèmes sémantiques non compositionnels qu'on appelle élocutions et qui correspondent le plus à ce qu'on a examiné juste avant. Sur quels critères on va distinguer 3 degrés, hein? C'est une certaine façon de comprendre aussi les questions de degré de figement. Eh bien, on va raisonner en fonction de l'apport de sens des mots qui constituent l'expression. On va regarder si, dans la construction de l'expression, qui en général comprend 2 éléments, est-ce qu'aucun élément ne contribue au sens? Est-ce qu'un élément contribue au sens? Est-ce que les 2 éléments contribuent au sens? Quand on prend attendre un enfant, au sens de être enceinte, hein? Attendre un enfant au sens de être enceinte. Elle attend un enfant, en français, ça peut vouloir dire être enceinte. Mais vous êtes bien d'accord, c'est pour cette raison que c'est un phrasème non compositionnel. On peut très bien aussi attendre son petit frère à la sortie de l'école. Dans ce cas-là, vous attendez un enfant, mais pas au sens d'être enceinte. Donc on est bien un peu dans la situation de table ronde où j'ai une même expression qui peut vouloir dire 2 choses selon que je l'entends dans son sens compositionnel ou non compositionnel. D'accord ? Attendre un enfant, ça peut signifier être enceinte ou bien simplement attendre un enfant littéralement. Bon. Sauf que quand vous prenez le sens de être enceinte, les 2 constituants de l'expression aussi bien attendre qu'un enfant contribuent bien au sens de l'expression. C'est-à-dire que quand vous êtes enceinte, vous attendez bien quelque chose, vous attendez la naissance, et ce que vous attendez, c'est effectivement un enfant. Bon. Donc, les 2 mots contribuent au sens de l'expression. C'est pour ça qu'on parle de locution faible. Alors que quand on parle de fruits de mer, certes, les fruits de mer, ce sont des choses qu'on trouve dans la mer. Donc, il y a un des 2 mots, mais ce ne sont pas du tout des fruits. Donc là, il y a un seul des 2 mots de l'expression qui contribue au sens. D'accord ? Donc la locution, c'est une semi-locution, donc elle est plus difficile à comprendre d'une certaine façon que la précédente. Vous voyez qu'en anglais, on dit seafood, donc nourriture de la mer. Là aussi, disons qu'il y a une semi-locution dans la mesure où on a si qui est pertinent et food pas nécessairement. Hein. Ce n'est pas une obligation que ce qu'il y a dans la mer soit de la nourriture. Bon, et enfin, prendre le taureau par les cornes, au sens de qu'est-ce que ça signifie prendre le taureau par les cornes? Ça signifie, disons, s'engager dans une situation avec conviction. Je ne sais pas comment on peut paraphraser cette expression. Peut-être je peux essayer d'improviser un petit exemple concret. Bon, voilà, vous parlez d'un enfant qui a des résultats scolaires très très moyens, et vous lui dites, bon là, il faut que tu te mettes au travail, hein, il faut vraiment prendre le taureau par les cornes. Se mettre au travail, prendre le taureau par les cornes, c'est-à-dire y aller sérieusement, se mettre sérieusement au travail, etc. Bon. Cette histoire, elle n'a rien à voir avec les taureaux, ni avec les cornes. Hein. Donc là, les 2 mots qui constituent l'expression ne contribuent pas directement au sens de l'expression. Donc, on a une locution forte. D'accord ? Donc, dans ces 3 cas, on a bien de la non-compositionnalité, mais on a des degrés. Alors, la force de la locution, le fait qu'elle soit locution faible, semi-locution ou locution forte, coïncide avec sa transparence. Hein, sa transparence, c'est-à-dire est-ce que c'est facile à comprendre immédiatement si je ne la connais pas, cette expression. Bon. Mais il y a quand même pour la locution faible, une différence entre le sens de l'expression et le sens compositionnel. Alors maintenant, parlons des phrasèmes sémantiques, mais cette fois-ci compositionnels. Alors, il y a le cas d'abord des collocations. Bon, qu'est-ce que ça vise, cette notion de collocation? Ça vise l'idée que dans certaines expressions, dans toutes les langues, hein, on va avoir un verbe ou un nom, peu importe, mais là en l'occurrence c'est un verbe, qui est
attendu plutôt qu'un autre. Vous voyez, lorsque vous voulez commander quelque chose, vous dites je passe une commande, ou il faut passer une commande. Vous ne direz pas, même si passer peut signifier transmettre, vous ne direz pas transmettre une commande, c'est un peu bizarre, ou faire une commande à la rigueur, parce que faire peut remplacer n'importe quoi. Mais vous voyez, en anglais, on va dire place an order, et certainement pas pass an order. Donc il y a un autre exemple du même genre. En français, on peut dire se brosser les dents, se laver les dents. On ne dira jamais se nettoyer les dents. Enfin, je ne sais pas, c'est quand même très bizarre de dire il faut se nettoyer les dents chaque matin. Hein. On dit se brosser. En anglais, on dira pas, on dira brush your teeth, mais on ne va jamais dire wash, par exemple. Donc, il y a des expressions comme ça, où et ça c'est évidemment très compliqué pour l'apprentissage des langues étrangères, des situations dans lesquelles on a donc une colocation, c'est-à-dire qu'on a une expression qui est compositionnelle, c'est-à-dire il n'y a pas de problème de sens, mais en fait du point de vue, donc ce n'est pas tellement du point de vue de la compréhension, elle ne pose aucun problème du point de vue de la compréhension, ces expressions, mais c'est du point de vue de la production, c'est-à-dire de ne pas se tromper de verbe lorsque, par exemple, pour passer une commande ou place an order, ne pas se tromper de verbe lorsque on veut utiliser telle ou telle expression. Et puis pour les clichés, abondance de biens ne nuit pas, là, voilà, c'est une situation un peu similaire, au sens où on ne va pas avoir de difficultés de compréhension, mais on ne peut pas remplacer un mot par un autre. C'est-à-dire que où va la France vous voyez, ça c'est une expression, bon, c'est peut-être un peu vieillot comme exemple, mais où va la France? C'est-à-dire on va avoir des gens qui vont dire ça lorsque il y a une situation de crise et où la personne estime que le personnel politique ne fait pas ce qu'il faut. Où va la France? Bon. On ne dira pas où se dirige la France, dans quelle direction la France va-t-elle. Non, l'expression est quand même figée. Où va la France? Mais elle est totalement transparente, c'est-à-dire qu'on comprend immédiatement ce qu'elle signifie et il n'y a pas cette ambiguïté de sens comme dans les cas précédents. Enfin, dernier cas, les pragmatèmes, ce qu'on appelle donc les pragmatèmes, qui sont donc des phrasèmes, mais conditionnés non plus sémantiquement, mais uniquement du point de vue pragmatique. C'est-à-dire ce sont des expressions qu'on comprend dans une certaine situation. Par exemple, danger de mort écrit sur des armoires électriques accessibles au public. On comprend le sens de l'expression dans la situation pragmatique. Sans que ce soit expliqué, on comprend que si on met si on ouvre les portes du dispositif électrique, on risque la mort. Il n'y a pas la cause du danger de mort est évidente, elle est conditionnée pragmatiquement, elle est donnée par la situation. Voici donc la définition du pragmatème selon Xavier Blanco. Un pragmatème est un phrasème qui constitue un énoncé complet, qui est restreint dans son signifié par la situation de communication dans laquelle il est utilisé. Donc, c'est-à-dire qu'on va interpréter danger de mort dans un sens très précis par rapport à la situation où se trouve ce panneau. Bon. Alors, avançons un peu. Comment donc caractériser les unités lexicales? Qu'est-ce que c'est qu'une unité lexicale? On a vu qu'il y avait deux types, les unités monolexicales et les unités polylexicales. Maintenant, une fois qu'on a quand même clarifié un peu avec cette distinction entre le lexical et le grammatical, et puis en distinguant les unités monolexicales et les unités polylexicales, une fois qu'on a clarifié donc cette notion d'unité lexicale, on peut se poser la question de savoir à quoi ça sert. Dans les langues, quelle est leur fonction précise? Alors, on va voir plusieurs points importants qui vont être l'occasion pour moi d'introduire des notions de sémantique intéressantes et plus ou moins obligatoires dans un cours de sémantique. Donc, il y a d'abord, on verra
comment s'articule la relation entre les signes du langage, donc la pensée et le monde. Donc on a vu déjà dans les différentes approches qu'il y a cette dimension sémantique et il y a cette dimension référentielle qu'il faut prendre en compte au-delà du simple matériau linguistique. Ensuite, il y a la question des composantes de l'unité lexicale. Les unités lexicales elles-mêmes contiennent des sons, enfin véhiculent des sons, véhiculent des significations, etc. Il faut préciser un peu ça. On examinera le rapport entre unité lexicale et dénomination. C'est la fonction, c'est l'une des fonctions des unités lexicales. Et surtout la notion de catégorisation qui va être l'occasion donc d'une ouverture du côté de la linguistique cognitive avec cette notion de catégorisation qui est aussi bien une notion utilisée en linguistique qu'en psychologie cognitive. Et on verra bien sûr la question fondamentale de la polysémie à laquelle je faisais allusion tout à l'heure et qui est, comme on l'a vu dans les manuels, l'une des questions reines, si j'ose dire, une des questions les plus fondamentales de la sémantique. Alors, quel est le rôle des unités lexicales? Donc, elles jouent un rôle tout à fait crucial par rapport aux unités grammaticales. On a vu, les unités grammaticales, elles jouent un rôle instructionnel. Bon, je vous le disais, Tainière utilisait l'idée de mots vides, considérait que les mots grammaticaux peuvent être analysés comme des mots vides, et il s'appuyait sur l'exemple du télégramme. Alors, le télégramme, c'est quelque chose que vous avez peut-être vu dans certains films et qui est évidemment oublié depuis très longtemps, mais moi, je n'ai pas souvenir d'avoir vu des télégrammes, même dans ma jeunesse lointaine. Qu'est-ce que c'était qu'un télégramme? C'était avant qu'il y ait d'autres moyens de communication, on allait à la poste, on donnait un message à une opératrice qui le notait, et ce message écrit était transmis, alors je ne sais pas trop par quel moyen, à vrai dire, au destinataire, enfin disons au bureau de poste proche du destinataire, et là, un personnel de la poste venait apporter au destinataire un message écrit correspondant à ce que l'émetteur avait dit. Bon. Et il se trouve que ces télégrammes étaient payés, leur prix dépendait du nombre de mots ou du nombre de lettres, je ne me souviens plus, c'était sans doute le nombre de lettres. Par conséquent, au lieu, pour que ça coûte moins cher, au lieu d'écrire « j'arrive à la gare de Lyon à midi », les gens écrivaient « arrivée gare Lyon midi ». Et tout le monde comprenait. D'où la conclusion, les mots grammaticaux ne contribuent pas à la signification. On peut s'en passer dans un message, on comprend quand même. Bon, dans une certaine limite, bien sûr. Et puis, bien sûr qu'ils ont quand même, dans l'usage normal des langues, une utilité. Mais on voit quand même que le rôle des unités lexicales, enfin disons le sens du message, est quand même largement, très largement porté par les unités lexicales. C'est le premier point. Bon, parfaitement évident, ça ne mérite pas plus de commentaires. Ensuite, il y a un deuxième point important sur la distinction entre unité lexicale et concept. Parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours clair, et puis bon, qui dépend de la définition qu'on adopte de la notion de concept. Bon, moi, je le prends dans un sens assez psychologique. On verra, un concept, c'est une catégorie. Bref, j'en reparlerai plus tard, mais simplement ce que je veux le point sur lequel je veux insister, c'est qu'un concept, c'est une catégorie au sens d'une catégorie référentielle. C'est quelque chose, c'est une catégorie qui ne varie pas selon les langues. C'est-à-dire que le concept de chaise, il va être véhiculé par le mot chaise en français, chair en anglais, Stuhl en allemand, etc., etc. Bon, donc, mais c'est le même concept de chaise. Le concept de chaise qu'on peut décrire, un truc pour s'asseoir avec des pieds, enfin rappelez-vous un peu la description par le CMM des sièges. Bon, on peut décrire un concept de chaise, indépendamment du langage. D'accord ?
Quelle est la différence donc entre le mot chaise et le concept de chaise? Il y a une différence très simple et qu'il faut toujours garder à l'esprit, c'est que le concept, il n'a pas de partie du discours. Un concept, ce n'est pas un nom, un verbe, un adjectif, quoi que ce soit, c'est un concept, c'est une catégorie. Alors qu'une unité lexicale, elle appartient obligatoirement à une partie du discours, quelles que soient les langues. Alors après, les parties du discours telles que nous les connaissons pour décrire les langues, disons, européennes, au sens large, sont voilà, le nom, le verbe, l'adjectif, etc. Mais bien sûr, il y a des langues dans lesquelles l'opposition entre nom et verbe n'est pas pertinente, et ce sont d'autres catégories qui sont pertinentes, mais il y a toujours des catégories grammaticales. Dans n'importe quelle langue, on peut regrouper des mots comme appartenant à certaines catégories grammaticales. Donc, les unités lexicales, elles sont lexicales, certes, elles décrivent quelque chose, comme le concept, mais à la différence du concept, une unité lexicale, elle appartient obligatoirement à une partie du discours, c'est-à-dire, elle va être un nom, un verbe, un adjectif, etc. Bon. Alors ça, on le voit bien dans la façon dont Gustave Guillaume, dont je vous montre ici la noble figure, mais j'en reparlerai de Gustave Guillaume un peu plus tard, justement, quand on fera de la sémantique grammaticale, mais il avait une façon de décrire le système du mot, la construction mentale du mot. Il y a une façon de le décrire qui explicite très bien cette différence entre le concept et l'unité lexicale. Alors, juste un mot pour expliquer. Ce schéma est un schéma tout à fait classique et tout à fait... c'est une signature, si vous voulez, de la linguistique guillaumienne, puisqu'il y a un courant de la linguistique qu'on appelle la linguistique guillaumienne et qu'on appelle aussi, mais je vous en reparlerai, la psychomécanique du langage, qui donc utilise ce type de schémas, qui sont des schémas visant à représenter des opérations mentales. Alors, vous voyez, il y a deux opérations, la idéogénèse, morphogénèse. Donc, vous voyez l'idée de genèse, c'est-à-dire de construction d'une représentation. Donc, l'idéogénèse, c'est la construction du concept, et morphogénèse, la construction de l'unité lexicale à partir du concept. Ce sont des processus mentaux qui prennent du temps. Hein. Ça, j'insisterai là-dessus lorsqu'on en reparlera, mais chez Guillaume, il y a toujours cette idée que le problème, ce n'est pas le mot, le substantif, l'adjectif, c'est le processus de construction du mot, le processus de construction de l'adjectif, l'adjectivisation si on veut, le processus de construction du nom, etc. Tout est processus. Hein. Pourquoi ? Parce que, effectivement, lorsqu'on parle, on ne se rend pas compte, mais il y a toutes sortes de processus mentaux qui sont mis en œuvre. Donc, dans l'analyse du mot, dans toute sa généralité, Guillaume distingue deux phases. La phase dite d'idéogénèse, qui est la construction de la matière notionnelle du mot, c'est-à-dire le concept. Et vous voyez, pourquoi ces flèches vont du haut vers le bas ? C'est que, en fait, le haut représente le général ou l'universel et le bas représente le particulier. Le particulier, le singulier. Donc, il y a cette tension, disons cette opposition entre ce qui est très général, j'aurais dû indiquer là au moins un G pour dire général et puis en bas un P là pour dire particulier. Il y a une tension qui est une particularisation, donc dans le premier cas, la flèche qui descend de l'universel vers le particulier, elle va du plus général au plus particulier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement qu'avant d'aboutir au concept de chaise, j'ai parcouru, je suis passé de objet ou de chose, d'être, un être en général, une chose, un meuble pour s'asseoir et une chaise. Si vous voulez, j'ai progressé petit à petit. Hein, on verra la semaine prochaine que c'est une variation en extension qui se fait ainsi. Mais je suis allé progressivement, pour utiliser les mots de Gustave Guillaume, de l'ensemble du pensable à une notion particulière. Autrement dit, le processus d'idéogénèse, c'est le processus d'extraction
d'une notion particulière, d'un concept particulier à partir de l'ensemble du pensable, de l'ensemble de tout ce qui peut être pensé. Ça, c'est le processus d'idéogénèse, donc qui aboutit à un concept. Et ensuite, vous avez le processus de morphogénèse, qui va être le processus consistant à donner à ce concept des propriétés grammaticales. Donc, on va lui donner si c'est un nom, par exemple, on va lui donner un genre, un nombre, des propriétés grammaticales qui vont être, pour certaines, intrinsèquement dans le nom. Il va être le nom éventuellement massif ou comptable, enfin toutes sortes de propriétés grammaticales du nom qui ici portent le nom de morphogénèse. Et pourquoi cette morphogénèse va du particulier au général? Puisque, si vous avez bien compris, là j'ai un mouvement de particularisation donc qui dans le temps descend du général au particulier, et là un mouvement de généralisation qui donc dans le temps va du particulier au général. Pourquoi la morphogénèse aboutit au général? Tout simplement parce que lorsque vous arrivez au terme de l'idéogénèse à un concept particulier, par exemple le concept de chaise, au bout de la morphogénèse, vous obtenez quoi? Vous obtenez un nom, comme n'importe quel nom. Donc, à la fin de la morphogénèse, le mot, il redevient une généralité au sens où il appartient à une certaine partie du discours, la classe des noms, la classe des adjectifs, la classe des adverbes, etc. Mais en ce sens-là, on est allé du particulier, de la notion, à la généralité des parties du discours. Oui ? Alors, ils peuvent avoir lieu, alors là je les présente d'une manière générale comme s'ils étaient indépendants, mais oui, bien sûr, en fonction du contexte, par exemple, le processus d'idéogénèse va pouvoir être arrêté à certains moments. Enfin, il y a toutes sortes de processus plus compliqués qui peuvent intervenir en fonction du contexte, oui, tout à fait. Bon, donc, pourquoi je vous montre ce schéma? Non seulement parce que ça me permet de dire un premier mot au sujet de la perspective guillaumienne, mais aussi parce que je trouve que ce schéma montre bien ces deux faces, en quelque sorte, de l'unité lexicale, la face contenu notionnel, concept, et la face grammaticale. Une unité lexicale, c'est un concept pourvu d'une muni de propriétés grammaticales qui font que ce concept n'est plus qu'un concept, mais devient un nom, un verbe, un adjectif, un adverbe ou n'importe quelle autre partie du discours. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce point? Non? Écoutez, très bien, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine en espérant qu'on ait moins de déboires techniques.